du SGAR, hein, où est partie la formation professionnelle tout au long de la vie. Donc nous, dans la fonction publique, hein, puisque je vous donnerai quelques différences hein, avec ce qui se passe dans le privé. Donc, ce que vous connaissez plus classiquement, hein, c'est ce qu'on appelle les actions collectives de formation, hein, avec les différents plans de formation. Alors, ce qui est complexe, hein, parce qu'on a vu, on a fait des interventions, il y a la plateforme interministérielle régionale, donc la PFRH du SGAR, hein, où est parti Nicolas Fruchet. Il y a les offres nationales métiers, donc du ministère, et après l'offre nationale transverse des ministères sociaux. Donc, selon les structures où vous allez aller, on va retrouver ces schémas, hein, les mêmes schémas, sauf que le métier, ben, ça va partir, voilà, normalement, c'est les administrations centrales. Donc, même si on est rattaché à un autre ministère, ça, c'est pas grave. L'offre nationale métier, ça va pas bouger. La plateforme RH interministérielle régionale, donc ça bouge pas non plus. Hein. On dépendra toujours du SGAR Nouvelle-Aquitaine. Par contre, voilà, est-ce qu'il y aura des offres nationales transverses? Alors, pour ceux qui partent à la DRETS, oui, parce que ça sera la DRH des ministères sociaux. Et à l'éducation nationale, ça, on verra. Hein, est-ce qu'il y aura une offre nationale transverse? Par contre, ce qui va changer, c'est les plans régionaux de formation. Donc, à la DRETS, ils ont un plan régional de formation, mais qui est très lié avec les actions de leur école, qui est l'IGPDE. Et à la DRAGES, normalement, est prévu, hein, d'après ce qui a été dit dans le dernier CT, qui est un plan régional de formation quand même pour bien sûr les fonctions métiers de la DRAGES, et ensuite un plan régional de formation du rectorat. Donc là, avec plus une offre, on va dire, variée de formation. Mais ça, on ne sait pas trop pour l'instant comment ça va se passer, l'articulation là-dessus. Voilà. Et après, l'idée d'un plan régional de formation, c'est de pouvoir faire des formations sur mesure. Comme là, on fait avec, mettons, les sports de nature avec le pôle sport, comme on fait formation au logiciel, enfin à la facturation avec le pôle cohésion sociale. Et là, mettons, la formation Calliope avec le pôle formation certification, de pouvoir créer des formations sur mesure en lien avec les chefs de pôle hein, pour voilà, ou des animations de réseau liées à de l'animation de réseau ou des besoins spécifiques qui sont liés à l'actualité, qu'on puisse répondre directement dessus. Ensuite, presque tous les autres dispositifs, c'est plus ou moins des dispositifs individuels. Hein. Donc, alors, la préparation aux examens et concours, c'est aussi là, des fois, c'est complexe parce que les agents ne les trouvent pas forcément. Il y a des fois des préparations en présentiel aux écrits qui sont proposées par la PFRH. Des fois, c'est proposé, nous, sur le plan régional de formation. Et il y a aussi des préparations à distance qui sont proposées par le ministère. Donc ça, hein, il faut, c'est un peu de jongler et d'être au courant. Si vous voulez préparer un concours, vous avez plutôt intérêt à poser la question à votre, donc là, moi en l'occurrence, mais dans les nouvelles structures, hein, la personne qui gérera ça pour savoir s'il existe des préparations concours, hein, examen professionnel ou concours. Mais là, ça peut être des actions collectives ou des formules à distance où là, on est en individuel avec un formateur qui vous corrige des écrits ou des oraux. Ensuite, voilà, il y a tous les autres dispositifs qui existent. Alors, je vais commencer par un. Il y a le bilan de compétences. Donc ça, c'est possible. Le problème pour avoir un bilan de compétences, il faut trouver un financement. Alors, le bilan de compétences, c'est plutôt pour des gens qui sont vraiment en reconversion. Puisque le bilan de compétences, il risque de vous dire vous avez une appétence pour travailler dans le secteur, mettons, je ne sais pas, voilà, de la petite enfance ou quelque chose comme ça. Donc, si ça ne correspond pas du tout à ce que vous faites dans l'administration, vous allez vous dire, ben oui, c'est où je me reconvertis ou ben, je ne vais pas suivre ce que me dit le bilan de compétences. Donc, c'est pour ça que nous, en interne, ce que j'ai proposé, et de le faire collectivement, parce que je trouvais que c'était plus sympa, c'est le bilan de carrière. Le bilan de carrière, ça a moins une vocation à regarder ce que vous aimez vraiment et ce que vous auriez fait initialement, mais plus à se dire stratégiquement, quelles sont les compétences que j'ai développées, quels sont les postes que j'ai occupés, toutes les compétences que j'ai, et vers quoi je pourrais aller
Mais là, moi, le bilan de carrière, on le destine plutôt à quelqu'un qui veut se réorienter au sein de la fonction publique, hein. Alors, n'importe quelle des 3 fonctions publiques, mais de, de pouvoir voilà, avoir une vision un peu stratégique en disant, ben voilà, j'ai fait ça, 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 voilà la cohérence de mon parcours dans la fonction publique, qu'est-ce que je pourrais faire. Mais on vise quand même tout l'extra-professionnel aussi, hein, pour voir les compétences que vous avez développées en dehors, hein, de vos postes fonction publique. Alors, euh, donc voilà pour le... Vous m'interrompez, hein, si vous avez des questions sur les dispositifs. Donc, le bilan de compétences, par contre, si on le fait, c'est avec des cabinets extérieurs, donc il faut qu'on trouve des financements. Ou alors, des fois, il y a des campagnes, hein, où la PFRH, où le ministère va nous dire, ben, on a recruté un cabinet pour faire du bilan de compétences, et dans ce cas-là, on peut inscrire des agents. Alors, il y a des choses qui sont beaucoup moins utilisées. Ici, vous voyez, le numéro 3, c'est la période de professionnalisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est très répandu dans le privé. Mais franchement, voilà, j'avais discuté avec Nicolas Fruchet avant. On a essayé de promouvoir ça. Le ministère voudrait promouvoir ça, mais on n'arrive pas à y arriver. En général, on ne peut pas changer de catégorie, donc on ne peut pas passer de B à A. On peut passer de A enfin, à un autre corps de A ou de B à un autre corps de B en disant plutôt que de passer un concours, c'est comme une formation en alternance en fait. On se mettrait en alternance sur un autre corps avec un tuteur pour avoir une période, mettons, d'1 an pour passer sur un autre corps et avoir une titularisation au bout d'1 an sur une période de professionnalisation. Sauf que, voilà, Et pour peu l'instant, moi, importe le je n'en ai ministère, pas vu. peu Oui, importe le ministère. oui, normalement, oui. Par contre, voilà, ce que j'ai dit, il ne faut pas changer de grade. Oui, Enfin, de grade, de corps, pardon, de catégorie plutôt. Si justement on change de corps de et de catégorie. grade. D'accord. Et donc, mettons pour les exemples qu'on connaît bien, on pourrait dire si dans un département, mettons, il n'y a pas d'inspecteur jeunesse et sport pour être chef du service jeunesse, engagement et sport, qu'il y a un CEPJ ou un prof de sport qui veut prendre le poste, on pourrait imaginer que pendant 1 an, il est tutoré, la personne, et qu'il suive la formation statutaire aussi, et qu'à la fin de l'année, si il correspond bien au poste, on le passe. Donc, mais ça serait utilisé si personne dans les mutations ne postule en fait, pour combler en fait, comme plutôt que de faire un recours à un contractuel, de faire une montée en compétence d'un agent sur ce poste-là. Voilà. Dans Mais les mutations, mais dans les concours aussi, c'est-à-dire que ce serait après recrutement des gens qui valident le concours, j'imagine. oui, voilà, s'il y a personne qui, après le concours, ne vient occuper le poste et qu'il n'y a pas eu de Mm, mobilité sur ce mm. poste-là, on pourrait, alors nous, on a essayé de proposer, moi j'ai essayé de proposer à une direction de le faire, hein, mais voilà, bon, donc c'est quelque chose que la DGAFP, hein, donc la Direction générale de la fonction publique, veut développer pour effectivement, quand on a des problèmes de recrutement à certains endroits, avoir plusieurs formes de possibilités et pas uniquement le recours à des contractuels. Parce que là, effectivement, au bout d'1 an, sans concours, sans examen professionnel, on pourrait basculer dans un nouveau corps, ce qui pourrait être intéressant. Alors, ensuite, la diapo 5, hein, le congé de formation professionnelle. Alors, vous savez, il y en a 2 congés de formation professionnelle. Il y a le congé de formation professionnelle classique, hein, qui existe depuis de longues années. C'est par contre, c'est une position de congé au niveau de l'administration. Donc, on n'est plus en position normale d'activité, on passe en position de congé. Donc, ça veut dire qu'il faut que le ministère signe un arrêté qui vous place en position de congé. Donc, jusqu'à 12 mois, vous gardez une rémunération, mais sans les indemnités et à 85% de l'indemnitaire. Donc, ça veut dire que quand on part sur un congé de formation professionnelle, en général, votre salaire pendant cette période de 12 mois peut diminuer de façon conséquente.
qu'est-ce que je voulais dire aussi sur ce congé de formation professionnelle? Il n'y a pas d'aide au financement des coûts pédagogiques de la formation, ni à des coûts annexes de déplacement. Donc c'est pour ça que vraiment, voilà, les gens qui se partent sur ce type de congé, c'est pas forcément évident. Pendant une restructuration, et on attend qu'il y ait là un arrêté de restructuration, puisque dans les protocoles des ressources humaines qu'on a reçus, figurait un congé de transition professionnelle. Donc pareil, sur une durée de 12 mois, mais là, le gros avantage d'un congé comme ça serait que euh, vous restez en position normale d'activité. Donc ça veut dire qu'on peut partir, mettons, 3 jours en formation et être 2 jours au boulot, ou partir une semaine en formation et revenir 2 semaines au boulot. Hein. Puisqu'on est en position normale d'activité, on peut avoir un planning plus souple. On n'a pas un arrêté qui vous pose en congé. Et ensuite, on a 80% de l'indemnitaire et l'indiciaire total. Donc ça veut dire que là, on est sur une rémunération qui descend un tout petit peu. Et pas... Ça, par contre, c'est que tant qu'il y a un arrêté de restructuration qui court. Donc, normalement, devrait être pris un arrêté de restructuration pour 3 ans. Hein. En général, c'est la durée des arrêtés de restructuration, c'est 3 ans. Donc, ça veut dire que pendant ces 3 années, vous pourriez avoir recours à ce type de congé de formation professionnelle qui est quand même bien plus avantageux que le congé de formation professionnelle classique. Donc, il s'appelle le congé de transition professionnelle. Voilà, et qui est là pour dire, mais un agent qui est dans une restructuration, les missions lui correspondent plus trop, c'est le moment qu'il choisit pour essayer de passer à autre chose. Dis-moi, Pascal, Donc voilà, oui. il faut que le poste soit supprimé ou impacté à 50% ou pas du tout? Même un poste qui ne le fait pas, l'agent peut saisir l'opportunité pour ça. Voilà. Hein, donc, alors après, voilà, c'est inscrit normalement dans l'arrêté de restructuration avec les dispositifs d'accompagnement des agents. Ensuite, il faut qu'il y ait acceptation de l'administration. C'est toujours pareil. Hein, on fait la demande et voilà. Alors, sachant que le délai normalement de l'administration pour vous répondre est de 2 mois, hein, alors que sur le congé de formation professionnelle classique, comme c'est une position de congé, il est de 4 mois. Donc, c'est aussi un délai un peu plus court. Voilà. Donc, le problème, c'est que moi, j'avais travaillé avec des agents parce que l'arrêté de restructuration devait paraître en mars dernier. Voilà, on a travaillé sur des projets comme ça et restructuration reportée et leurs projets sont en tout cas repoussés. Donc, ce qui est compliqué quand on s'investit sur un projet de formation, de savoir que ça ne sera pas la rentrée de septembre et qu'on ne sait pas quand c'est que ça pourra démarrer. C'est la problématique d'être dépendant d'un arrêté de restructuration. Hein, le classique est celui qui est lié à une restructuration. Ils peuvent se mélanger avec le compte personnel de formation. Ça veut dire que on peut démarrer par le compte personnel de formation, donc puiser dans les 150 heures que vous avez en général, hein, parce que maintenant elle se recharge en 6 ans, hein, puisque c'est 25 heures par an. Là où avant il fallait une dizaine d'années pour avoir la totalité, maintenant en 6 ans on recharge un compte personnel de formation. Et donc ça, c'est du droit acquis. Donc ça veut dire que vous l'avez, hein, si vous allez sur mon compte personnel de formation. Alors nous, la différence avec le privé, c'est qu'on est resté en heures. Alors que dans le privé, ils ont des euros. Mettons dans le privé, moi je sais qu'en tant que employeur, un président d'un club, je sais, mes salariés, je leur demande d'aller voir combien ils ont. S'ils ont 1500 euros sur leur compte personnel de formation, ils savent que s'il y a une formation à 800 euros, ils peuvent prendre et on voit après, je négocie avec eux si c'est sur leur temps de travail ou s'il y a des heures en dehors de leur temps de travail. Nous, sur l'administration, donc 150 heures, c'est 150 heures sur notre temps de travail. Ça veut dire qu'on peut faire une formation avec, mettons, de 200 heures avec 50 heures sur notre temps personnel, donc des congés, des week-ends ou un compte épargne-temps, et 150 heures sur notre temps de travail. Par contre, le niveau du financement, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est que alors, on dépendait des ministères sociaux, donc à la DRETS, vous continuerez à dépendre des ministères sociaux. Sur l'éducation nationale, je ne connais pas le plafond. Donc, les ministères sociaux, le plafond était de 3 000 euros pour un projet professionnel.
même s'il est étalé sur 2 ans ou 3 ans. Au rectorat, hein, donc à l'éducation nationale, je ne connais pas le plafond, hein, puisqu'on n'est pas encore en train de travailler avec les services. On en est juste à définir l'organigramme et avoir les principes organisationnels, vous l'avez vu. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionnera au niveau de la DRAGES. Au niveau de la DRETS, ça devrait rester comme cette année, hein, puisque c'est les ministères sociaux, une campagne annuelle et un plafond de 3 000 €. Et donc, avec la problématique qu'on a, c'est-à-dire que la direction régionale a un budget, les DDI en général ont encore moins de budget dessus. Et ensuite, pour compléter jusqu'au plafond ou jusqu'à la somme de formation, on demande au ministère s'ils peuvent abonder. Mais eux, ils répondent quand ils ont étudié tout leur budget. Donc, ça fait que des fois, on a des réponses tardives, ce qui est compliqué, hein, pour que les agents construisent un plan de formation. Alors, les années où il n'y avait pas Covid, hein, donc mettons, si je reprends juste à 2019, où la campagne s'arrêtait au 31 mars et mi-juin, les agents connaissaient le montant de l'ADR ou de leur DDI et de la DRH. Là, cette année, on va attendre fin octobre pour savoir exactement combien on peut verser. Donc, quand on fait un projet de formation, les organismes de formation, ils démarrent, c'est des formations collectives. Donc, quand ils démarrent, ils démarrent, hein. Donc, démarrer sans savoir combien vous avez, ça veut dire que c'est prendre le risque que, au final, ça soit vous qui deviez prendre en charge une partie de votre formation. Donc, voilà, dans ce CPF public, il n'est pas aussi souple, hein, que le CPF privé. Mais en tout cas, il existe normalement. Voilà, les ministères disent qu'il faut communiquer dessus, hein. Par contre, sur l'utilisation des heures, alors là, on a pas mal d'agents qui peuvent démarrer tout au long de l'année. Si la direction, et là, ce n'est pas au niveau du ministère, hein, la décision, c'est le directeur régional ou le directeur départemental, hein, qui décide. Et on a vu des agents qui sont partis en formation en plein cours d'année, sans souci, puisqu'on a accepté leurs heures. Puisqu'il y a des formations, certains arrivent à négocier de faire des retours à l'université, mais en payant comme un étudiant, en fait. En disant, voilà, on est agent de l'État, on n'a pas de financement, et voilà, d'avoir une somme qui est entre 300 et 400 € et de dire, c'est pas grave, si j'ai pas de financement, je me le finance moi-même. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on peut coupler les deux et démarrer sur ce dispositif, parce que quand on est en compte personnel de formation, là, on est en position normale d'activité, on a la totalité de son salaire, hein, indiciaire et indemnitaire. Voilà. Et le CPF, on peut le découper, hein, en disant un jour par semaine ou des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment très souple, le compte personnel de formation, hein. Quelqu'un qui voudrait suivre une formation qui, voilà, avec une journée de regroupement par semaine, à distance ou en présentiel, peu importe, voilà, dirait, mettons, tous les lundis, je suis en compte personnel de formation, et à 6 heures la journée de formation, vous voyez que ça peut faire quand même 5 x 6, 30, 5 x 5, 150, 25 jours de formation. Ce qui n'est pas rien, hein, pour certaines formations, ça peut être pas mal. Voilà ce que je peux dire sur le compte personnel de formation, avec voilà, l'incertitude de savoir comment ça sera géré par ceux qui vont en DRAGES, donc éducation nationale. Ensuite, il y a le dispositif de validation des acquis de l'expérience. Donc là, on a, comme dans le privé, un congé validation de 24 heures. Sauf que j'ai souvent voilà, des agents, quand ils font une VAE, qui vont utiliser leur compte personnel de formation, tout simplement parce qu'ils veulent faire une demande de financement, hein. On est des secteurs, nous, où les VAE sont gratuites pour les gens. Quand vous allez à l'université, mettons, on arrive à des tarifs qui sont plus proches de 2 000 € la validation d'acquis d'expérience que de la gratuité. Et beaucoup de secteurs font payer les VAE, frais de dossier, frais de jury et accompagnement si vous voulez un accompagnement. Donc ça, pour faire prendre en charge ces frais-là, j'ai eu des personnels qui ont
conclu voilà, un compte, qui ont utilisé leur compte personnel de formation couplé à la demande de congé VAE. Voilà. Alors, ce que nous, on a proposé aussi sur le service FTLV, c'est que plutôt qu'il n'y ait que des accompagnements individuels, voilà, c'est sur certains domaines, hein, mais très liés avec notre expérience, puisqu'il y a Rachel de validation d'acquis d'expérience, de faire de l'accompagnement collectif, que ce soit sur la préparation des dossiers RAEP ou sur les bilans de carrière. Voilà, ce qu'on avait mis en place cette année pour essayer voilà, de dire que quand on est dans une mobilité, discuter avec les autres, c'est toujours intéressant parce que on se pose pas mal de questions hein, quand on veut être mobile. Et comme tu disais, c'est Rachel qui disait pour le stage, hein, puisque là j'ai ma diapo, mais j'ai plus vos visages. On se pose pas mal de questions quand on a un désir de mobilité. Donc être à plusieurs, des fois, ça permet voilà, de discuter, de voir ce que les autres personnes connaissent dans leur parcours. Est-ce qu'ils sont allés dans d'autres ministères ou d'autres fonctions publiques? Voilà, ça permet des échanges pour pas se sentir tout seul face à un parcours de mobilité. Voilà, j'espère avoir voilà, déroulé un petit peu hein, tous les dispositifs qui existent pour nous dans la fonction publique.